Le désert. Hostile et aride, il couvre plus d'1/5 des terres continentales. Il est aussi dangereux que les sommets les plus hauts et les glaciers les plus froids. Pourtant, depuis la nuit des temps, le désert est peuplé d'hommes et de femmes. Résistants et pleins de ressources, ces peuples ont su développer des cultures spécifiques et des liens uniques et forts avec ces terres ingrates. Aujourd'hui, le désert est menacé par le monde moderne, qui perturbe le fragile équilibre d'autrefois. Les déserts sont en pleine mutation, et plus que jamais, ses habitants doivent s'adapter pour survivre. Ce film raconte leur histoire, celle des déserts et des hommes. Dans notre imaginaire, le désert est synonyme de vide, d'aridité, d'absence d'eau. Et l'eau est justement ce qui est essentiel à la vie. Sans eau, comment les plantes et les animaux pourraient-ils se développer? Et sans plantes et sans animaux, comment l'être humain pourrait-il survivre? Une habileté et une ingéniosité transmises de génération en génération lui ont permis de rendre fécondes ces terres stériles, de faire face à cet environnement hostile. Ce film témoigne du combat de ces femmes et de ces hommes dans 5 des déserts du monde. Des histoires de survie et d'adaptation dans ces lieux où la vie ne semblait pas avoir sa place. C'est ici, sur le haut plateau des Andes, que commence le désert et l'histoire d'un combat. Benita Paniré est une survivante. Depuis 60 ans, elle cultive un petit bout de terre reculé dans ces montagnes. Avant, je vivais avec ma mère, mais elle est décédée l'année dernière. Et je me suis retrouvée toute seule. Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée, je n'ai personne. À 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, la vie de Benita est une lutte de tous les jours. L'hiver, il y a beaucoup de vent et de poussière. Il fait vraiment froid. C'est un peu difficile. Benita survit grâce à ses animaux, qui lui fournissent du lait et de la viande et constituent ainsi une monnaie d'échange. Elle n'a ni électricité ni eau courante. Autrefois, elle avait l'habitude de marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau dans les montagnes. Mais aujourd'hui, elle n'en a plus la force. Et elle est devenue dépendante de la générosité de ses voisins. Chaque goutte d'eau est précieusement comptée. Ils viennent toutes les semaines pour m'apporter de l'eau. Elle me dure 1 à 2 semaines, généralement pas plus de 15 à 20 jours, en fonction de ma consommation. Heureusement, Benita est aidée par son neveu, René. Vendiendo pasto a los corderos. Oui. ¿Ya? ¿Puedes ayudarme? Sí, cómo no. Ya, ahí está. René est le seul parent proche de Benita, et il se sent une responsabilité particulière envers elle, même si s'occuper de ses ancêtres est aussi un devoir civique.
René est également le chef du village le plus proche, Aïkina. La vie là-bas y est tout aussi difficile. Nous sommes préoccupés par la qualité de vie de nos habitants. Nous sommes au XXIe siècle et ils vivent encore comme au temps de la préhistoire. Il n'y a ni eau potable, ni canalisation, ni système d'évacuation. Les eaux usées sont déversées dans les champs. Au premier abord, Aïkina, qui s'étend sur la colline, semble être un village important. Mais en réalité, sa population permanente ne dépasse pas les 70 habitants. La plupart de ces maisons sont des résidences secondaires. Le gros de l'année, elles sont vides. Mais quelques jours par an, Aïkina est le théâtre d'une animation débridée. À l'apogée de la saison des festivités, la première semaine de septembre, la population de la ville atteint 75 000 habitants. Le festival d'Aïkina dure plusieurs jours. Ces festivités rendent hommage à la Vierge de Guadalupe. Selon la légende, la Vierge Marie serait apparue à cet endroit même en 1646. Ici, le catholicisme occupe une place centrale. Mais l'expression de la foi est enrichie de coutumes qui existaient bien avant l'arrivée des conquistadors espagnols et du christianisme. Les villageois sont les descendants directs des Aymara, un peuple amérindien qui pendant plus de 2000 ans a cultivé les terres des hauts plateaux andins. Les costumes, la musique, les danses existaient avant l'arrivée des premiers colons européens. Tout comme le secret de la survie des Aymara dans un environnement aussi hostile. Car un seul mot suffit pour parler de l'Atacama. Aride. Certaines parties du désert sont littéralement stériles. Rien ne peut y survivre. Pas même les bactéries. L'Atacama s'étend sur 1000 km le long des côtes chiliennes et péruviennes. La cordillère de la Costa à l'ouest et la cordillère des Andes à l'est arrêtent les nuages de pluie à sa frontière. Par endroits, il n'a pas plu depuis 4 siècles. Pourtant, des hommes ont miraculeusement réussi à survivre. Comment le peuple Aymara a-t-il réussi à s'installer ici et à développer une civilisation et une culture? La réponse se trouve à 8 km à l'est d'Aïkina, la ville de René, dans les ruines anciennes de Topaïn, dans un village construit par le peuple Aymara il y a plus de 1000 ans. À l'époque, le désert était encore plus aride qu'il ne l'est aujourd'hui. Des archéologues comme César Passero ne cessent de découvrir des éléments permettant d'affirmer que malgré la sécheresse extrême, la population de ce village ne s'est pas contentée de survivre. Elle a prospéré. Les habitants de Topaïn, un groupe de quelques familles, ont su tirer parti des rares ressources d'eau que l'on trouvait ici, et cela de manière très efficace. La clé de cette prospérité, ce sont ces rigoles creusées dans la roche, artères d'un système d'irrigation très sophistiqué. Ce système alimentait ces cultures en terrasse, qui elles-mêmes nourrissaient la communauté. Mais s'il ne pleut jamais ici, d'où venait cette eau? Il faut la chercher dans les sommets même des Andes, qui empêchent la pluie d'atteindre le désert. Les montagnes interceptent les rares précipitations et redirigent l'eau vers des sources gelées et des rivières souterraines. Et le peuple Aymara a été le premier à localiser ces sources cachées. Grâce à de simples barrages, il parvenait même à stocker cette eau en prévision de la sécheresse. Il y avait une ouverture de ce côté, que l'on peut encore apercevoir ici.
Ils fermaient et ouvraient le barrage en fonction de leurs besoins et contrôlaient ainsi leur approvisionnement en eau. Ce peuple a réussi à élaborer un mode de production et un mode de vie si efficaces qu'ils sont encore viables aujourd'hui. Ils étaient aussi modernes que nous le sommes aujourd'hui. Un millénaire plus tard, ce précieux savoir-faire ne s'est pas complètement perdu. Aujourd'hui, sur les pentes andines, en contrebas d'Aïquina, se cache une oasis. Ces terrasses sont irriguées avec de l'eau provenant de la montagne selon des techniques qui datent d'un millénaire. Et plus bas, une vallée verdoyante témoigne de ce qui est possible lorsque l'on compense le manque de ressources par l'ingéniosité et l'habileté. En rendant le désert fécond, le peuple d'Aïquina rend hommage à ses ancêtres, les Aymara. Et quand il s'agit de rendre hommage, la ville de René ne lésine pas sur les moyens. Il y a beaucoup de choses à fêter, mais même en période de réjouissance, René ne peut être complètement serein. Sa famille a toujours vécu à Aïquina. Mais le changement se profile à l'horizon. Et ce changement pourrait, René le craint, priver ses enfants de tout avenir ici. Car si le sous-sol de l'Atacama est dépourvu d'eau, il regorge de métaux précieux. Or, argent, fer, cuivre et lithium se sont accumulés ici au cours d'un processus géologique propre à l'environnement désertique. Parmi les richesses cachées que renferme le sous-sol de l'Atacama, le sel. Salar Grande de Tarapacá est une mine à ciel ouvert située sur la côte du désert. C'est l'une des sources de sel naturel les plus pures de la planète. Elle s'étend sur 5 km de large et 45 km de long. Et elle contient des milliards de tonnes de sel. À elle seule, elle pourrait répondre à la demande mondiale de sel pendant 200 ans. L'extraction de ces richesses minérales représente un énorme marché économique. C'est pourquoi plus de 700 mines sont actuellement en fonction dans l'Atacama. Le Chili est l'un des plus grands producteurs de cuivre au monde. 25% des réserves de lithium de la planète se trouvent sous sa surface rocailleuse et ses lacs salés. Le lithium entre dans la fabrication de nombreux produits industriels qui composent notre quotidien, tels que les batteries de nos voitures. Sans lithium, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais les conditions extrêmes qui sont à l'origine de toutes ces richesses sont aussi celles qui rendent leur extraction extrêmement difficile. Car l'exploitation minière nécessite une quantité industrielle d'eau. Et comme chacun le sait, l'eau est une denrée rare dans le désert. Cette pénurie met les besoins des individus en balance avec ceux des industries. Au Chili, l'eau est un produit qui s'échange. Les résidents peuvent vendre leur quota de consommation au plus offrant. Et le plus offrant, c'est généralement l'industrie. À quelques kilomètres à l'ouest de la ville de René, les conséquences de ce phénomène sont visibles.
Chaque heure, des puits comme celui-ci pompent des millions de litres d'eau acheminés par ce pipeline. Et de l'eau qui coule dans ce sous-sol, il ne reste que celle qui s'échappe de ce tuyau. René craint qu'un jour, l'industrie s'en prenne à l'eau qui irrigue son village. Il veut que son fils comprenne ce qui est arrivé aux terres de ses ancêtres. Avant, tout ce que tu vois ici était une vaste prairie. Il y avait des lamas, des agneaux, des chèvres, des flamants roses, des canards, tous les animaux. L'eau provenant de la fonte des neiges et circulant sous la forme de cours d'eau souterrains rendait cette vallée fertile. Aujourd'hui, cette eau est massivement détournée par l'industrie locale. Quel est l'avenir de Benita face à la puissance industrielle? Dans quelques années, les entreprises auront-elles définitivement asséché le sous-sol de l'Atacama? À l'autre bout de la Terre, en Afrique, se trouve le plus vieux désert du monde. À l'ouest de Windhoek, la capitale de la Namibie, s'étend le désert du Namib. Vieux de 80 millions d'années, il s'étire sur plus de 2000 km le long de la côte atlantique. Celui-ci est soumis à une toute autre problématique. Comment ses habitants parviennent-ils à coexister avec la nature environnante? Ces dunes de sable sont réputées dans le monde entier. Ce sont les plus hautes de la planète. Si au premier abord elles paraissent arides et sans vie, elles abritent en réalité un écosystème unique. C'est un cycle qui naît sur la côte atlantique. Redoutée par les marins, la côte des squelettes est la source de toute vie dans le désert du Namib. En effet, l'océan génère du brouillard et de la brume. Cette air humide se transforme en petites gouttelettes d'eau qui se déposent sur les plantes, la roche et le sable. Chacune de ces surfaces devient alors une micro-oasis sur laquelle les insectes et les reptiles du désert ont appris à prospérer. Les petites créatures ne sont pas les seules à s'être adaptées aux conditions qui prévalent dans le désert. C'est aussi le cas de l'une des plus imposantes et des plus majestueuses d'entre toutes. Le Namib compte parmi les 2 régions sur Terre où l'on peut croiser des éléphants du désert en liberté. Au fil des millénaires, ces mastodontes se sont adaptés à la vie dans cette étendue aride. Ils ont développé des capacités uniques. La plus remarquable d'entre toutes, un instinct quasi surnaturel pour trouver l'eau. Cet instinct est crucial pour leur survie, car les éléphants du désert, comme leurs cousins dans le monde entier, sont de grands consommateurs d'eau et peuvent en engloutir jusqu'à 200 litres par jour. Pour la trouver, ils utilisent leur intelligence, mais aussi leur ouïe ultrasensible. Les mères peuvent mémoriser chaque point d'eau dans un rayon d'au moins 11 000 km², y compris ceux où elles n'ont bu qu'une seule fois. En outre, elles peuvent entendre la pluie de très loin et conduire le troupeau à sa rencontre. Ces capacités étonnantes ne bénéficient pas seulement aux éléphants. Depuis au moins 25 000 ans, les hommes peuplent ce désert. Et pour trouver l'eau qui leur permet de survivre, les habitants du Namib suivent les éléphants. Mais aujourd'hui, cette relation symbiotique et ancestrale entre l'homme et l'animal est menacée.
Le mode de vie dans cette tribu isolée du Namib semble avoir à peine évolué depuis l'époque des premiers éleveurs nomades. Aujourd'hui, les jeunes hommes de la tribu sont constamment à la recherche de pâturage et d'eau pour leurs animaux. Le chef a laissé le village aux mains de son frère aîné, Venemeo. La mission de celui-ci est cruciale: alimenter le feu sacré et communier avec les ancêtres de la tribu. Les croyances anciennes continuent de guider certaines de leurs actions. Pour autant, les Imba ne sont pas totalement coupés du monde moderne. Depuis quelque temps, un nouveau moyen de gagner un peu d'argent se présente à eux. Et les Imba sont bien décidés à en profiter. Les femmes tissent et fabriquent de petits objets très prisés des touristes. En accueillant des visiteurs désireux de découvrir les traditions Imba, les villageois vendent et améliorent le quotidien. Un petit groupe de touristes est en route. Les femmes se préparent, elles se coiffent et se maquillent selon la tradition. L'eau est rare et précieuse, la toilette se fait donc sans. Il faut tout d'abord écraser une écorce odorante et la faire brûler comme de l'encens. Les femmes se placent au-dessus de la fumée et profitent. Puis elles appliquent de l'ojis, une pâte composée de cendres, d'ocre et de matière grasse, sur leur peau pour lui donner de l'éclat. Ce mélange n'a pas seulement pour vertu d'hydrater l'épiderme, il protège aussi du soleil. Le rouge est la couleur de la terre et du sang. Pour les Imba, il symbolise la vie. L'ocre permet aussi de fixer le parfum sucré et fumé de l'encens. Les femmes apportent un soin tout particulier à leurs cheveux avec des coiffes très compliquées qui symbolisent les cornes du bétail. Les touristes finissent par arriver et le spectacle commence. La danse a toujours fait partie du quotidien des Imba. Certaines invoquent la pluie, d'autres permettent de guérir et d'autres encore déclenchent la transe. Cette fois, le but est de divertir. Pour les touristes, il s'agit d'une expérience unique. Aujourd'hui, c'est une bonne journée parce que j'ai vendu plein de choses. Je vais pouvoir acheter du maïs, de l'huile et du sucre. Oui, on a bien gagné. Mais est-ce que ça suffira à acheter du maïs et du tabac? L'objectif des villageois n'est pas seulement d'assurer leur quotidien. Ils espèrent ainsi pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, pour que la jeune génération ait plus d'opportunités qu'eux. Pour survivre dans le désert, il faut évidemment être extrêmement pragmatique. Zaharara prépare le repas pour tout le monde, une bouillie de maïs. Un aliment de base nourrissant qui donne de l'énergie aux enfants comme aux adultes. Mais les récoltes et les pâturages du désert ont besoin d'eau. Zaharara sait que le bien-être de sa famille et de son troupeau en dépend. J'ai 8 enfants. J'avais aussi une chèvre. Mais comme il n'a pas plu, elle est morte de faim. Les femmes ont parcouru 4 km pour rejoindre le point d'eau naturel le plus proche. Ici, elles puisent le précieux liquide. Elles en profitent également pour ramasser du bois pour le feu. C'est un très long chemin qui demande beaucoup de temps et d'énergie juste pour récolter l'essentiel. Même si elles semblent sûres d'elles, les femmes n'aiment pas quitter la sécurité du village. Et pour cause.
C'est facile de ramasser du bois. Mais on a un peu peur à cause des gros animaux. Les Himba ne sont pas les seuls habitants du Namib à redouter la rencontre avec des animaux dangereux. Dans la région désertique de Kunene, à proximité d'Okambe-Odombo, se trouve un petit village tribal. On y rencontre encore des héréros qui élèvent aujourd'hui du bétail. Ici, les maisons en pierre contrastent avec les cabanes en terre des Himba et rappellent un dur passé colonial révolu. Ces vêtements de style victorien portés fièrement par les femmes en sont un vestige. Malgré la chaleur, Ella Chiveze, éleveuse de bétail, porte chaque jour une robe différente cousue à la main. Nos grands-mères et nos mères portaient ce genre de robe. Et ma mère m'a dit que je devais continuer à les porter, que je devais poursuivre la tradition. C'est notre culture. Dans les années 1850, les colons européens employaient les femmes de la tribu comme domestiques. Gênés par leur nudité, les Allemands ont fait venir des robes d'Europe et ont demandé aux femmes héréros de se couvrir. Leur coiffe, quant à elle, vient d'une ancienne tradition. Elle symbolise les cornes de leur bétail, si chères à leurs yeux. Si elles sont peu adaptées à la vie dans le désert, ces tenues ont le mérite d'avoir résisté à l'épreuve du temps. Chacune de ces robes, que les femmes de la tribu portent avec fierté pour affirmer leur identité tribale, nécessite jusqu'à 9 mètres de tissu. Ça, c'est la robe que je porte quand je vais en ville. Celle-ci, c'est celle que je porte pour les commémorations des héros de la communauté Herero. Je les ai toutes cousues moi-même. C'est ma mère qui m'a appris. Je m'asseyais à côté d'elle quand elle cousait, et c'est comme ça que j'ai appris. Aujourd'hui, Festus, le mari d'Ella, va chercher de l'eau pour ses bêtes. C'est une tâche qu'il accomplit tous les jours. Mais ces derniers temps, le niveau de l'eau baisse. Et la concurrence est féroce. C'est un problème. Les éléphants viennent ici parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'eau ailleurs. Et quand ils ne trouvent pas d'eau, ils cassent tout. Ils jettent du sable sur les installations. Regardez ce qu'ils ont fait. Autrefois, les villageois vivaient en harmonie avec les géants du désert. Mais aujourd'hui, cette relation symbiotique a laissé place à la violence. Depuis les années 1900, le braconnage et la chasse ont décimé la population d'éléphants et l'ont contrainte à se déplacer. Menacés sur leur territoire, les animaux sont devenus de plus en plus agressifs. Au cours des 6 dernières années, 2 personnes ont été tuées par des éléphants errants. Les attaques sont de plus en plus fréquentes et les villageois commencent à s'inquiéter. Les connaissances ancestrales qui leur permettaient de vivre en paix avec ces majestueux animaux disparaissent peu à peu. Festus et Ella ont eu à subir l'agressivité des éléphants. Un soir, alors qu'Ella était seule chez elle, un éléphant a fait irruption dans l'enclos, projetant les chèvres dans les airs et les piétinant. Cette expérience l'a tellement traumatisée qu'elle a décidé de participer à un programme novateur visant à réapprendre au peuple du Namib à vivre avec les éléphants.
Il y a des pistes qui sont un peu plus anciennes. Les éléphants sont sur cette colline, là-bas. Cela fait 16 ans qu'Hendrik Munembome traque les éléphants. Il sait comment suivre le troupeau de près. On va utiliser les jumelles. On les verra mieux. Et cela sans faire peur aux animaux. On n'est plus très loin des éléphants. On est à environ 600 mètres du troupeau. C'est la distance idéale pour les observer longuement et sans les gêner. La confrontation avec les animaux est proche. Le groupe n'a jamais approché un éléphant en liberté de si près. Cette rencontre n'est que la première étape d'un long processus visant à restaurer le lien qui unissait jadis les habitants du désert aux éléphants. Mais déjà, les effets se font ressentir. Je me sens beaucoup plus à l'aise, j'ai beaucoup appris. Maintenant, si j'en croise un, j'irai à sa rencontre pour le saluer. Mais pour certains, la peur des éléphants est si profonde qu'il faudra plus d'une visite pour reconstruire la confiance. Il s'est mis à jeter du sable en l'air. Il jetait du sable en l'air, comme ça, comme s'il essayait de savoir dans quelle direction le vent soufflait. Alors mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai commencé à avoir peur. J'avais froid et chaud en même temps. Quand j'y pense, ça me donne des frissons dans le dos. Ella, de son côté, semble rassurée et sait qu'il est possible de vivre en harmonie avec ces magnifiques créatures du désert. Au début, j'avais peur d'eux. Mais ensuite, quand on s'est approché, j'ai commencé à m'habituer. Ils ont l'air vraiment gentils. Vraiment. Loin de là, à travers les steppes de Mongolie, d'autres animaux emblématiques du désert se trouvent au centre d'un mode de vie. Au premier abord, le désert de Gobi semble être l'endroit le plus inhospitalier de la planète. Mais derrière ces dunes et dans ces vallées, un peuple d'éleveurs nomades vit du désert depuis près de 10 000 ans. L'élevage nomade est le seul mode de vie qu'Adiyat Seren Adilbish et sa famille connaîtront jamais. Ils savent que le secret de la survie dans le désert, c'est de travailler d'arrache-pied et de se déplacer au gré des saisons. Nous nous déplaçons au début de chaque saison. Vers le 10 mars, nous rejoignons notre campement de printemps. Autour de juin, nous partons pour notre campement d'été. Puis, en septembre, nous prenons la route de notre camp d'automne. Et autour du 25 novembre, nous rejoignons notre camp pour l'hiver. Où qu'il se trouve, chaque journée commence de la même façon. Gamma, l'épouse d'Adiyat Seren, traite le troupeau, tandis que sa mère prépare un petit déjeuner traditionnel composé de lait de chameau assaisonné. La famille possède aussi quelques chèvres et quelques moutons qui sont source de laine et de viande. Pour les éleveurs, ces animaux servent en quelque sorte d'argent liquide. Nous autres éleveurs, on ne manque jamais d'argent, contrairement au peuple sédentaire.
Si par exemple un jour on n'a plus d'argent pour acheter de l'essence, il nous suffit de vendre un petit animal ou un chameau. De manière générale, les animaux nous permettent de gagner de l'argent. Sans animaux, on ne pourrait pas vivre, non. On ne pourrait pas vivre. Ces familles nomades ont développé des moyens très spéciaux de communier avec leurs animaux. Il y a quelques heures, cette brebis a donné naissance à 2 agneaux. La famille d'Adiyat Seren pense que chanter favorise le rétablissement spirituel et physique de l'animal et encourage les petits à téter. C'est une relation extraordinaire et un lien d'interdépendance qui unit l'éleveur à l'animal. Ce lien est particulièrement fort avec les plus puissants animaux du troupeau. Sans ces chameaux, les éleveurs ne pourraient déplacer leurs familles et leurs tentes dans le désert. Qu'il neige ou qu'il vente, les chameaux les mènent toujours à destination. Adiyat Seren sait que la bonne santé de son troupeau est essentielle à sa survie et celle de sa famille. Parfois, la famille doit marcher pendant des heures avec les chameaux pour trouver de l'eau. Si au premier abord, le chameau paraît docile, il peut aussi être très têtu. Adiyat Seren utilise un outil traditionnel pour le canaliser. Et aujourd'hui, le plus jeune du troupeau doit subir un douloureux rite de passage. Adiyat Seren sait que la souffrance qu'il inflige à son animal est un mal nécessaire. Sans cet anneau nasal, il aurait beaucoup de mal à mener le troupeau vers la source d'eau qui lui permettra de rester en vie. Bien sûr que j'ai de la peine pour lui. Pour élever des chameaux et des animaux, il faut les aimer. Aujourd'hui, Adiyat Seren conduit ses chameaux vers une source d'eau à laquelle il a rendu visite pour la dernière fois il y a 8 mois. Le chameau possède un système d'alarme naturel. Lorsque ses bosses deviennent molles, c'est qu'il commence à se déshydrater. Si le chameau est connu pour son extraordinaire capacité à vivre dans le désert, il doit boire de l'eau douce régulièrement. Et en hiver, le troupeau d'Adiyat Seren dépend de son maître pour trouver cette eau. Aussi ordinaire qu'il paraisse, ce moment est très précieux. Adiyat Seren a assuré la survie de ses chameaux bien-aimés pour au moins 10 jours. Toute la famille va pouvoir dormir sur ses 2 oreilles. Ce soir, sous leur tente, que l'on appelle un gère, ses membres peuvent enfin se détendre et regarder les informations. Mais une personne manque à l'appel. À 1400 km de là, Biamba, le frère d'Adiyat Seren, se détend lui aussi dans son gère, mais dans un tout autre environnement. Je partage ma tente avec quelqu'un d'autre de l'équipe. On est seulement 2 à vivre ici.
Biamba est l'un de ces hommes du désert, de plus en plus nombreux, qui ont choisi de tourner le dos à l'élevage et d'embrasser le monde industriel. L'exploitation dans laquelle il travaille se développe si rapidement qu'elle sera bientôt la 3e mine d'or et de cuivre au monde. Un bouleversement économique à l'échelle du désert, mais aussi pour ses mineurs. Ici, Biamba gagne 13 fois plus d'argent qu'Adiyat Seren avec son troupeau. J'ai rejoint la mine après la mort de mon père. En travaillant ici, j'ai le sentiment de contribuer au développement de la Mongolie, mais aussi de notre province. Et j'en suis fier. Aujourd'hui, Biamba ne travaille pas en famille, mais avec des inconnus qui, comme lui, ont quitté leur terre natale à des milliers de kilomètres. Mais dans le désert de Gobi, toutes les exploitations minières ne sont pas aussi développées. Dans les montagnes enneigées, à 6 heures de route au sud d'Oulan-Batar, 3 hommes espèrent faire fortune. Presque tous les jours, Odgon Monk et ses collègues parcourent des centaines de kilomètres pour explorer les mines d'or désaffectées qui jalonnent ce paysage. Odgon fait partie des dizaines de milliers de petits mineurs qui prospectent illégalement dans le désert de Gobi. Mais ce n'est pas le simple appât du gain qui guide sa quête. Notre fille aînée souffre de la tête et nous voulons l'envoyer en Thaïlande pour la faire soigner. C'est principalement ce qui nous pousse à chercher de l'or. Chaque jour, c'est la même routine. Les hommes installent leur équipement de fortune et passent le sol au tamis pendant des heures, dans l'espoir de trouver quelque chose qui brille. Ils commencent à l'aube et terminent à la tombée de la nuit. C'est difficile. Ça nous coûte cher en essence. La voiture nous sert de maison. Il y a des jours où on a un feu et d'autres jours où on n'a même pas de feu. Lorsque le sol est gelé, les hommes creusent à la main. Tout cela dans l'espoir de trouver de l'or. On peut en trouver à tout moment. Mais on peut creuser 2 mètres et ne rien trouver, puis 4 mètres et toujours rien. Non seulement ce type d'extraction minière est illégal, mais il est aussi très dangereux. Face à la promesse d'une immense fortune, ces hommes sont prêts à risquer d'être enterrés vivants. Une pépite de cette taille peut aller chercher dans les 210 € sur le marché noir. Mais aujourd'hui, tout ce qu'Odgon et son équipe parviennent à trouver, c'est une minuscule particule d'or. Odgon espère devenir riche un jour. Mais en attendant, il doit nourrir sa famille. Il ne peut donc se permettre de négliger ses autres obligations, celle d'éleveur nomade. Dans le désert, trouver des pâturages pour le troupeau est souvent difficile, mais depuis quelques années, c'est de plus en plus problématique. Plus le temps passe, et plus l'objectif d'Odgon, gagner assez d'argent pour faire soigner sa fille à l'étranger, semble s'éloigner. Aujourd'hui, il doit parcourir des distances de plus en plus importantes pour trouver des pâturages. Les éléments semblent se liguer contre lui. Depuis 2000, les hivers sont particulièrement rigoureux. Nous avons eu la sécheresse en été et beaucoup de neige en hiver. C'est très dur. Comme dans beaucoup d'autres régions, le climat semble s'être déréglé dans le désert de Gobi. Mais ici, le changement climatique est encore plus visible que dans d'autres régions du monde. Par endroits, la température a augmenté de plus de 2 degrés en seulement 65 ans.
Les sources gelées fondent. Les rivières et les lacs s'assèchent. Plus des 2/3 des pâturages ne donnent plus d'herbe. Dans ces conditions particulièrement défavorables à la vie, une créature doit lutter plus que tout autre pour survivre. Le léopard des neiges. Ce chasseur majestueux et solitaire, particulièrement à l'aise sur les terrains accidentés de la région, se cache dans les montagnes glaciales d'Asie centrale et de l'Himalaya. Ces animaux sont les derniers représentants de leur espèce. Ici, dans le sud du désert de Gobi, il reste moins de 1000 léopards des neiges dans la nature. Malgré cela, ils sont encore pourchassés sans pitié par leur seul et unique prédateur. L'homme. Et voici comment ce magnifique félin termine bien souvent. Aussi choquant que cela puisse paraître, les fourrures de léopards des neiges continuent d'orner les murs de restaurants qui ont pignon sur rue dans les villes de Mongolie. Sur ces murs, il y en a près d'une centaine. Et il est impossible d'estimer combien sont illégalement exportés à l'étranger. Aujourd'hui, la population de léopards des neiges connaît un déclin dramatique. Un homme qui pense que le léopard des neiges fait autant partie de la Mongolie que ses pics enneigés, s'est fixé pour mission de les sauver. Biologiste pour une association de défense des léopards des neiges, Sunbi Tomersuk est l'une des rares personnes au monde à avoir vu l'un de ces félins de près. Dans le cadre d'une expédition scientifique, son équipe a capturé et endormi l'une de ces créatures pour lui poser un collier GPS. Alors que l'animal était encore inconscient, Sunbi s'est approché et a pu le caresser avant de le relâcher dans la nature. J'étais fasciné. C'est un animal si majestueux. Il a un corps élancé, une longue queue, et sa couleur est magnifique. C'était vraiment impressionnant d'en voir un en chair et en os. Aujourd'hui, Sunbi installe un appareil photo équipé d'un détecteur de mouvement pour photographier ce félin dont les tâches sont aussi uniques que l'empreinte digitale de l'être humain. Nous installons des appareils photo depuis 2008. Depuis, ils prennent en moyenne 5 ou 6 000 photos par an. Comme les apparitions du léopard des neiges sont rares, il est essentiel que les clichés soient parfaits. Sunbi procède donc toujours à une vérification de dernière minute. Pendant que l'appareil photo s'occupe d'immortaliser les mouvements de l'insaisissable félin, Sunbi retourne à son bureau pour examiner les données transmises par les colliers GPS de 6 léopards dans le cadre d'une étude de 15 ans dans le sud du désert de Gobi. C'est très important d'étudier les léopards des neiges en leur posant des colliers GPS. Cela permet de déterminer ce qu'ils font, de savoir combien de kilomètres ils parcourent tous les jours et de connaître leur territoire. Les images prises la veille arrivent enfin et Sunbi est ravi de constater qu'un de ses vieux amis est de retour. De tous, c'est Kasha ma préférée. Elle a 2 adorables petits. Et quand la caméra arrive à les prendre en photo, c'est toujours très intéressant. Ces images sont à la fois fascinantes et incroyablement rares. Il reste moins de 4000 léopards des neiges à l'état sauvage sur la planète. Et ce désert est l'un des rares endroits sauvages
où ils peuvent encore se déplacer en toute liberté. Le travail de Sun Bi et de ses collègues est crucial pour que ces magnifiques créatures du désert puissent continuer de vivre dans leur habitat naturel. À des milliers de kilomètres de là, à l'est de Jérusalem, s'étend le désert de Judée. Lieu saint pour les trois grandes religions monothéistes, il revêt une signification spirituelle et historique particulière qui contraste avec la violence des conflits régionaux. À travers les âges, ces grands espaces ont invité les hommes à la contemplation. L'idée était de se retirer dans ces lieux isolés pour se retrouver seul avec Dieu, loin des tentations de la ville. Se retirer du monde pour trouver la solitude et le recueillement, pour chercher l'essence absolue de la vie. Une foi qui a laissé un héritage archéologique d'une immense richesse. Si immense que les chercheurs ne savent plus où donner de la tête. Le désert de Judée est rempli de sites historiques et religieux. Des lieux qui doivent se défendre contre un ennemi moderne que l'archéologue Yuval Peleg ne connaît que trop bien. Aujourd'hui, il part à la recherche des restes d'un monastère byzantin qui se serait élevé sur ce site il y a environ 1500 ans. C'est un des nombreux monastères construits ici, dans le cadre d'une tradition initiée par des moines venus de Turquie au IVe siècle. Il y a des centaines de sites en Israël. Pour toutes sortes de raisons, il est impossible de les fouiller tous. D'abord pour des raisons financières. C'est un budget colossal. Et puis il y a le temps. Si nous commençons à fouiller tous les sites, nous n'aurons jamais fini. Et si vous découvrez quelque chose, il faut ensuite protéger le site pour qu'il ne soit pas détruit. Mais le principal problème auquel les archéologues sont confrontés, ce sont les pilleurs qui dépouillent le désert de ses trésors anciens et qui ne semblent avoir aucune difficulté à profiter de leur butin. Les voleurs d'antiquités ne s'intéressent pas à l'archéologie. La structure, l'histoire de la construction, ça leur est bien égal. Ce qui les intéresse, ce sont les objets qui peuvent être volés et vendus. Certaines découvertes archéologiques de premier plan, telles que les manuscrits de la mer Morte, ont placé ce désert au centre de l'attention internationale. Dans l'espoir de découvrir des reliques précieuses, des bandes organisées viennent creuser ici la nuit. Ils cherchent des pièces avec un détecteur de métal ou des tombes qui contiennent généralement toutes sortes d'objets funéraires. Ils prennent les artefacts en verre, en céramique, en métal, les bijoux, les perles et tout ce qui peut être vendu sur le marché des antiquités. Parfois, ce sont des objets qui valent beaucoup d'argent. Un peuple vit sur ces terres depuis des millénaires, se déplaçant au fil des saisons. Une tempête de sable approche. Les Bédouins sont depuis toujours habitués à vivre dans des conditions difficiles. Saba est l'épouse d'un Bédouin et la mère de 9 enfants. Elle vient d'une famille de nomades, des bergers arabes descendants de Bédouins du Negev, venus du désert d'Arabie il y a 3 siècles.
Ces journées suivent une routine qui n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de ses ancêtres. Elle passe plusieurs heures à secouer ce sac en peau de chameau pour produire du yaourt à base de lait de chèvre. Cet aliment constitue une denrée de base depuis plusieurs millénaires dans la péninsule arabique et a été apporté dans la région par les Bédouins. Tous les jours à l'aube, je secoue le lait. Et puis je prépare le petit déjeuner pour mes enfants. Plus tard dans l'après-midi, je commence à faire le dîner et à préparer le pain. Ensuite, je traite la chèvre et je stocke le lait dans des bidons. Puis je fais quelques petites choses jusqu'à 20 h et je vais dormir. Je ne sais pas si c'est dur, mais c'est notre vie. Et je remercie Dieu. Mais aujourd'hui, ce mode de vie en Israël est menacé par une force encore plus puissante que le vent du désert. Les Bédouins sont pris dans le conflit qui oppose Israël aux Palestiniens. Le gouvernement israélien voudrait récupérer leurs terres pour des raisons stratégiques. Mais ils n'ont nulle part où aller. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? Où est-ce que vous voulez qu'on s'installe? Je n'ai nulle part où aller. Chez moi, c'est ici que je vis. Mes fils et mes petits-enfants aussi. C'est ma terre, c'est ici que je vis. La famille doit parcourir de grandes distances afin de trouver des pâturages et de l'eau pour ses animaux. L'hiver, c'est ici qu'ils vivent. Abrité derrière une arête, l'endroit offre juste assez de place pour la famille et ses bêtes. Le mot bédouin signifie « ceux du désert ». Ils sont les derniers héritiers d'un mode de vie né de conditions de vie rigoureuses et qui a traversé les époques. Mais pour Ali, le mari de Saba, ce mode de vie prendra fin avec la nouvelle génération. Les Bédouins étaient connus pour leur générosité. Ils partageaient leur nourriture avec honneur et humilité. Ils avaient beaucoup d'humanité et de dignité. Aujourd'hui, tout cela a disparu et j'ai peur de l'avenir. Même dans le désert, les Bédouins sentent leur mode de vie menacé par la vie moderne, qui ne cesse de gagner du terrain. Je ne crois pas que mes enfants et mes petits-enfants continueront de mener cette existence simple. Les enfants vont à l'école. On ne vit plus dans l'ignorance comme avant. Déjà, un grand nombre de jeunes Bédouins vont dans les écoles palestiniennes. Ils découvrent le désert sous un autre angle que leur mère et leur père. Aujourd'hui, le sanctuaire de Nabi Moussa accueille des quarts d'écoliers. Dans la tradition islamique, il s'agit d'un important lieu de pèlerinage, la tombe de Moïse, vénérée à la fois par les Juifs et les musulmans. Le sanctuaire manque d'argent. Avec davantage de moyens, un vrai centre éducatif pourrait voir le jour ici. Un centre qui pourrait accueillir les enfants des Bédouins qui vivent dans les collines environnantes. La vraie histoire de ce désert est en passe de se perdre, car il n'existe aucun lieu pour la transmettre. Une nouvelle journée commence. Saba et sa famille sentent que le temps est en train de changer. Il est temps de quitter le campement d'hiver pour rejoindre les quartiers d'été. Ils n'ont pas besoin de calendrier. Savoir quand partir et où aller est un instinct que les Bédouins ont développé en plusieurs millénaires de vie dans le désert. Nous partons parce que l'été arrive et qu'ici il fait plus frais. En bas c'est notre campement d'hiver et ici c'est notre campement d'été.
Nous passons 6 mois là-bas et 6 mois ici. Nous déménageons en mai. Il fait plus frais ici et c'est plus agréable pour les moutons, pour les enfants et pour nous. Nous sommes mieux ici qu'en bas. Il fait plus chaud en bas. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Les Bédouins continuent de se fier à leur instinct. Mais de nos jours, ce mode de vie nomade est de plus en plus menacé. Les autorités incitent les Bédouins à rejoindre les villes et l'interdiction d'utiliser certains pâturages restreint leur activité. Aujourd'hui, il leur est difficile de subvenir à leurs propres besoins en restant coupés de la vie urbaine. Nous rapportons de l'eau des villages avec le tracteur. Et nous achetons le fourrage chez un marchand de Toukou, près de Bethléem. Nous ramenons aussi de l'eau de Toukou, 2 ou 3 bidons par semaine, en fonction de notre consommation. Les traditions des Bédouins semblent condamnées à disparaître. Les écoles et les magasins font naître de nouveaux désirs chez leurs enfants. Malgré cette évolution, une conviction demeure. Le désert est la source d'une vie vertueuse. Il y a plus d'honneur ici, affirment les Bédouins, que dans toute la société de consommation du monde moderne et sa cupidité. Dieu nous donne la pluie, nous labourons et nous récoltons. Les moutons mangent l'orge et les hommes mangent le blé. Que voulez-vous faire? C'est la volonté de Dieu. Si vous avez 1000 shekels, vous les dépensez très vite. C'est pas vrai? Sans la bénédiction ou la grâce de Dieu, ils disparaissent. Mais si des milliers de Bédouins doivent renoncer à leur vie dans le désert de Judée, c'est une toute autre histoire en Inde. Vide, inhospitalier, dénué de toute vie humaine. Si c'est ainsi que l'on se représente le désert, celui-ci échappe à la règle. À cheval sur la frontière de l'Inde et du Pakistan, il couvre une surface de 250 000 km². Il peut être extrêmement coloré et verdoyant et nourrit ses habitants de manière surprenante. Bien que l'eau y soit rare, il a été conquis par l'homme il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui, le plus ancien des déserts sait vivre avec son époque. Surnommé le pays de la mort, il vibre d'une vie extraordinairement diverse. Avec une population de près de 30 millions d'habitants, c'est aujourd'hui le désert le plus peuplé du monde. Tout autour de cet ancien désert, des villes apparaissent, arrachant ses habitants à leur berceau traditionnel, le village. Il faut dire qu'au village, la vie est dure. Dunes qui avancent, vent brûlant, sécheresse extrême, le moins que l'on puisse dire, c'est que cet environnement est inhospitalier. Depuis toujours, on l'appelle Marustali. C'est un pays mystérieux, impitoyable et hostile. Marustali vient du mot maro, qui désigne les creux parsemés d'alluvions qui séparent ces crêtes de sable. Les maros agissent à la manière de bassins hydrographiques et récoltent l'eau des soudaines précipitations saisonnières. C'est grâce à ces précipitations que l'herbe peut pousser, que les animaux peuvent se nourrir et que les hommes peuvent vivre ici dans de petits villages. Pitorai. Ce petit village se trouve en plein cœur du désert de Thar. Au fil des siècles,
des êtres humains sont parvenus à survivre ici, élevant des chèvres et élaborant toutes sortes de techniques ingénieuses pour s'adapter à cet environnement inhospitalier. Leur ingénuité est de nouveau mise à l'épreuve par les défis du XXIe siècle. Bouri, qui vit dans le village, a vu changer la vie de ses enfants et de ses petits-enfants. Nous vivons au milieu des dunes et je vais passer toute ma vie ici. Où est-ce que vous voulez que j'aille? Et comment est-ce qu'on va faire pour rester ici? Il n'y a pas de travail pour tout le monde? Une chose reste inchangée. Les femmes continuent d'assurer le quotidien de la famille. Pendant que les hommes parcourent le désert avec leurs animaux à la recherche de nourriture, ce sont elles qui restent à la maison et font vivre le village. La journée commence et se termine de la même manière. Matin et soir, il faut aller chercher de l'eau au puits. Grâce à cet entraînement quotidien, les petites filles de Bouri, accompagnées de leur tante Babri, portent ces seaux remplis d'eau avec une facilité déconcertante. Le principal problème, c'est l'eau. C'est la chose qui nous occupe le plus. Et puis il faut penser au fourrage pour les animaux, pour les chèvres et les moutons. Mais quand il pleut, tout va bien. Le village est composé d'une famille étendue, répartie dans 6 maisons. Celles-ci sont exiguës et sombres, mais elles conservent la fraîcheur l'été et la chaleur pendant les longues nuits d'hiver. Les femmes mutualisent les tâches. Chaque matin, l'une des premières missions qui leur incombe est la préparation du chai, ce thé aux épices et au poivre qui constitue la spécialité de la région. Tous les hommes ne partent pas avec les animaux. Les femmes doivent nourrir ceux qui restent. Aujourd'hui encore, le village se suffit à lui-même. Et bien sûr, ce sont les chèvres qui fournissent le lait pour les villageois. Après la préparation du chai, il faut s'occuper du repas. De nos jours, la cuisine rajasthani, très épicée, est connue dans le monde entier. Elle repose sur des principes et des pratiques très simples que ces femmes se transmettent de génération en génération. Elle est conçue pour nourrir une famille dans le désert. Elle se compose d'aliments qui peuvent se conserver intacts pendant plusieurs jours, même dans des conditions de chaleur extrême. Ce régime exclusivement végétarien existe pour des raisons pratiques, religieuses et souvent économiques. Parmi les aliments de base, le babeur, que les femmes préparent aujourd'hui. Cuisiner à base de babeur et de beurre clarifié permet d'économiser une eau précieuse. Il en va de même pour la vaisselle. Lorsqu'elles ont terminé de faire la cuisine, les femmes la nettoient avec du sable. Mais ces femmes font bien plus que s'occuper des corvées ménagères et des enfants. Elles sont le ciment de ce village et accomplissent des tâches qui demandent une certaine endurance et une bonne condition physique. Elles partent chercher du bois. Celui-ci ne servira pas seulement à la cuisine. Les températures peuvent descendre bien en dessous de 0 la nuit et faire en sorte que la famille ait chaud est une priorité. À l'écart du village et en l'absence des hommes, les femmes sont plus détendues et plus naturelles. Elles peuvent retirer le voile qu'elles portent. Elles plaisantent entre elles à propos de tout le travail quotidien qu'elles accomplissent. On fait beaucoup de choses. On fait à manger, on va chercher le bois, on travaille à la ferme, on traite les vaches. On fait tourner le moulin. On fait tourner le moulin pour préparer le rôti pour tout le monde. On travaille beaucoup plus dur que les hommes. Eux, ils ne font pas grand-chose. Nous, on n'a pas le choix.
Les femmes jouent avec l'idée de partir en vacances en laissant les hommes s'occuper de tout. Je suis sûre qu'il n'y arriverait pas. Il ferait peut-être le travail, mais certainement pas comme il faut. Il y aurait de la vaisselle sale partout si on les laissait tout seuls. Ils ne feraient pas le ménage à la maison. Ils ne savent pas traire les vaches. Ils trairaient peut-être les chèvres pour se faire du thé. Ces femmes savent aussi bricoler. Dans une des maisons du village, le sol est endommagé et doit être réparé. Les femmes font avec les moyens du bord. La première étape consiste à ramasser de l'argile. Cette terre est ensuite mélangée à des excréments d'animaux pour obtenir un enduit. Il s'agit là d'une technique ancestrale qui permet de pallier le manque de matières premières. Maintenant, il ne reste plus qu'à poser le nouveau sol. Même si les traditions restent très présentes, le village n'est pas à l'abri des pressions qui révolutionnent la vie rurale partout dans le monde. Fréquemment, de jeunes hommes quittent le village pour aller travailler à la ville. Là-bas, les perspectives économiques sont bien meilleures et le mode de vie paraît bien plus excitant. Ramesh, le petit-fils de Bouri, qui travaille comme cuisinier à la ville, vient rendre visite à sa famille. Les liens familiaux sont forts, mais il est difficile de résister aux appels du monde moderne. Il n'y a pas de travail ici. Presque tout le monde va s'installer à la ville. Les jeunes ne restent pas. Presque tous mes frères et mes cousins travaillent à Jaisalmer. Ici, on ne gagne pas assez d'argent et le travail est difficile. Plus personne ne veut travailler comme ça maintenant. Ketaram, son père, est heureux de voir qu'il a trouvé sa voie. C'est bien. Quel que soit le travail qu'on lui propose, il doit l'accepter. Un homme doit subvenir à ses propres besoins. Alors c'est bien. Mais il ne s'agit pas uniquement d'un choix personnel. Il faut faire face aux réalités économiques. Certaines familles ont 10 à 15 enfants. S'il y a 5 garçons et que ces garçons ont des enfants à leur tour, ils ne reçoivent qu'1 hectare de terre chacun. Ce n'est pas beaucoup. Beaucoup sont pris au piège dans la spirale de la pauvreté rurale. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont rien et qui ne peuvent pas payer l'école à leurs enfants. S'ils ont 1000 ou 1200 moutons et chèvres, les fils grandissent avec pour seule perspective de devoir s'occuper des animaux un jour. Des millions de gens vivent dans le Tar, mais à des centaines de kilomètres les uns des autres. Entre chaque communauté s'étend l'immensité du désert. Une fois par an, un événement très spécial rassemble les habitants du grand désert indien. La foire au bétail de Nagar. Chaque année, 70 000 têtes de bétail et 25 000 chameaux convergent vers la ville. Moutons et Marwari, une race chevaline de la région de Jodhpur, comptent également parmi les marchandises échangées. 1000 étals proposent tout ce dont les visiteurs pourraient rêver et bien plus encore. Décoration, bijoux, cuivre et couverture, textiles et cuir, le tout à des prix défiant toute concurrence.
C'est l'aube. La grande foire bat son plein depuis une semaine. Certains ont déjà fait fortune. Pour d'autres, c'est toute une année de dur labeur qui se solde par un résultat décevant. Aujourd'hui, c'est leur dernière chance. Hari Ram fait partie des éleveurs qui n'ont encore rien vendu. C'est la plus grande foire aux animaux de la région. Les éleveurs viennent ici dans l'espoir de vendre leurs animaux. On se fait de nouveaux amis et on croise des connaissances et des parents. C'est la seule chance dans l'année de voir ceux qui vivent loin. Mon village se trouve à 30 km. Je suis venu jusqu'ici à pied avec mon bétail. Pour vendre ces animaux, il est essentiel de les mettre en valeur. Mais Hari n'attend pas la foire pour les laver. Tout au long de l'année, les bêtes primées doivent être dépoussiérées dans le désert. Ce sont de belles bêtes, de la région de Nagar. Les meilleures races valent plus cher. Elles sont utilisées comme animaux de labour, de trait ou de course. Leur point fort, c'est la course. Ces bœufs peuvent valoir très cher. En temps normal, une bête se vend autour de 10 000 roupies, 138 €. Mais les courses de bœufs sont un sport très prisé et un gros marché. Les champions remportent des sommes importantes. Alors, pour ces bêtes de course, Hari demande 100 000 roupies, 1 380 €, c'est-à-dire 10 fois le prix normal. Hari a trouvé un acheteur potentiel qui cherche un bœuf pour le faire courir en tandem avec une bête qu'il a déjà entraînée. Fin de l'essai. Maintenant, place au marchandage. L'attelage n'est pas du tout équilibré et le prix demandé par Hari est trop élevé. Encore une affaire qui tombe à l'eau. Les éleveurs viennent de toute l'Inde pour vendre leur bétail ici. Les acheteurs ont souvent l'avantage. Pour ceux qui ont de l'argent à dépenser, il y a de bonnes affaires à faire. Les heures passent. Hari n'a pas réussi à vendre ses bêtes de course. Mais avec une telle fréquentation, il espère toujours qu'un acheteur finira par se présenter. Dans le cas contraire, il lui sera difficile de les entretenir une année de plus dans le désert. L'eau est rare pour le bétail. Nous en manquons. Nous utilisons du fourrage sec. C'est difficile de trouver des pâturages. C'est pour ça que je les vends. La journée touche à sa fin. Les négociations cessent. Il faudra attendre l'année prochaine pour avoir une nouvelle opportunité de vendre. La survie dans le désert est difficile pour toute forme de vie, humaine comme animale. Mais ici, on le sait depuis toujours. Selon une vieille croyance indienne, le monde entier est une seule et grande famille. C'est sur ce principe de globalité que reposait la pensée du Mahatma Gandhi. D'une certaine façon, il est aussi ancien que le désert. Et pourtant, dans un monde où les distances raccourcissent et où l'environnement se trouve au centre des préoccupations, il semble plus actuel que jamais. Dans le village de Kishan, cette vision du monde prend une forme très étonnante et est à l'origine d'un comportement unique dans l'histoire du monde animal.
L'histoire commence dans ces maisons de pierre qui abritaient autrefois la caste des marchands pour la plupart de religion jain. Les Jains ont un grand respect pour toutes les formes de vie et sont particulièrement attachés aux bonnes actions. Dans les années 1970, une des familles Jain se mit à nourrir des oiseaux sauvages dans son jardin. Parmi ceux-ci se trouvait un petit nombre de grues demoiselles. D'année en année, la famille déposait toujours plus de nourriture dans son jardin et toujours plus de grues demoiselles affluaient. Un grand nombre de Jain quittèrent Kishan pour la grande ville. Mais ils envoyaient de l'argent au village et confiaient à des gens comme Gangaram Megwal la tâche d'acheter des céréales et de veiller à ce que les oiseaux soient bien nourris. Alors, les grues affluèrent de plus belle dans le village. La grue demoiselle est un oiseau migrateur. Elle vient de contrées lointaines, telles que la Mongolie et la Chine. Dans les poèmes et les chansons, elle est le symbole des individus qui entreprennent de longs et dangereux voyages. Ces grues viennent passer l'hiver ici. Et à partir de décembre, on observe chez elles un comportement tout à fait extraordinaire. Peu après l'aube, les grues se rassemblent sur les dunes à l'ouest du village. Puis, elles descendent lentement les dunes, mais à pied, pas en volant. D'une manière inexpliquée, ces grues semblent avoir appris que pour aller en ville, il fallait utiliser ses pattes. Un oiseau ouvre la voie. Si la voie est libre, il saute par-dessus l'enclos qui entoure le village et des centaines puis des milliers de congénères lui emboîtent le pas. Le festin de Gangaram peut alors commencer. Plus de 10 000 grues viennent bénéficier de la générosité de Kishan. Le nombre de grues ici est bien supérieur à celui de celles recensées dans les autres colonies hivernales du Rajasthan. Kishan est officiellement reconnu pour son soutien à cette magnifique espèce. Ce qui se passe ici, dans le grand désert indien, est maintenant présenté dans le monde entier comme un exemple des bienfaits de la protection de l'environnement.